Valabrègue, un bout de gare en Provence façonné par le Rhône. Ici, le fleuve inonde, isole, emporte. Autrefois, les crues étaient fréquentes. Il faut penser qu'il y avait une crue à peu près tous les 17 mois. Elles étaient aussi parfois terribles, comme en 1666 quand l'église perchée sur la colline tombe dans le puissant fleuve. Donc en 1856 par exemple, on a Alexandre Dumas qui vient parler des Valabrégans, 1800 Valabrégans qui sont sauvés sur l'ancien cimetière. Le Rhône, capricieux, a même fait du village une île. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que le bras oriental soit fermé. Le village trouve peu à peu les contours qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais si le Rhône a parfois arraché, il a aussi donné. Dans ces terres grasses et généreuses est né ici un savoir-faire unique, celui des vanniers de Valabrègue. C'est dans les Baïs, ces terres situées en Camargue, qu'on plantait l'osier. Ils ont décidé de planter de l'osier dans ces terres, qui étaient assez basses ou près du Rhône. Voilà pourquoi on les appelle les Baïs. L'osier prenait 3 ans à pousser, puis pouvait être exploité pendant 40 ans. Là-bas, de la Toussaint à Pâques, les Valabrégans se réunissent dans des cabanes camarguaises pour vivre ensemble au rythme des récoltes. À 5 h du matin, les hommes partaient avec l'Oufouissi Valabrégant, une grosse serpe qu'on aiguisait 3 fois par jour pour couper l'osier. Bon, nous on a tous connu des grands-parents qui partaient en Camargue et qui étaient bouffés par les moustiques et qui vivaient dans des conditions miséreuses. Une fois coupé, l'osier était transporté vers les cabanes. C'est là que les femmes émondaient l'osier. L'ouré bondadje consistait à retirer avec un couteau toutes les feuilles avec les branches pour garder uniquement le brin d'osier. L'osier arrivait à ce qu'on appelait des garbissons d'osier, d'accord, ça faisait à peu près 1,80 m, et il fallait enlever l'écorce, ce qu'on appelait blanchir l'osier. Ensuite venaient les gestes précis des vanniers. Ils commençaient d'abord par le fond, l'ukiao, puis formaient brin par brin le corps, la caïs. Enfin, on réalisait les anses, lis aorio, et parfois on pouvait faire le couvercle, l'ucapuchu. Ils vivaient que pour le travail. Alors, les horaires importaient peu puisqu'ils étaient payés à la tâche. Moi, chaque fois que je rentrais dans l'atelier de mon oncle, c'était l'odeur qui emportait, voilà. Et puis après, il avait une pile dans sa cour où il faisait tremper son osier. Plusieurs types de vanneries existaient. La grosse vannerie, panier, banaste, corbeille, la vannerie fine, réalisée avec des brins refendus donc plus fins, utilisée généralement pour la décoration. Il y avait des nasses pour les poissons, il y avait des toilettes marseillaises, il y avait des banasses, il y avait plusieurs formes de paniers. Vanniers et vannières partageaient le même savoir-faire, comme Eliane nous le rappelle. On dit les vanniers, mais les vannières travaillaient aussi, bien entendu. Et donc, elles avaient comme spécialité la toilette marseillaise, qui est l'ancêtre du vannetti. Les vanniers étaient généralement employés dans des ateliers de vannerie. Il y avait 7 ateliers de vannerie dans le village, qui employaient chacun entre 10 et 80 personnes. Au cours du XXe siècle, le nombre de vanniers diminua drastiquement, si bien qu'il est resté dans les années 60. Une vingtaine, par rapport au début du siècle, où on a compté, je crois, près de 400 vanniers à Valabrègue. La vannerie a profondément imprégné le village. Moi, je me souviens quand j'étais môme, j'avais 10 ans, 10-12 ans, le village sentait l'osier. Le mot banaste s'est même glissé dans des expressions provençales, comme par exemple sambanaste, s'embarrasser de, sambanaste aimer kaokun, se marier avec quelqu'un. On avait aussi coutume de dire que si un vannier avait le pouce plus gros qu'une pièce de 5 francs, alors c'était un bon vannier.